Bonjour, je suis Éloi Courchaine. Et je suis Geneviève Bernatchez. Nous sommes tous les deux membres de la SQPRP et des spécialistes en éthique appliquée à la communication et aux relations publiques. Nous sommes aussi deux des auteurs et autrices du Code de déontologie qui a été adopté par les membres de la SQPRP à l'Assemblée générale annuelle en juin 2023. Notre objectif dans les prochaines minutes est de vous présenter ce code dans sa forme et dans sa substance et de vous expliquer son utilité et sa portée dans les grandes lignes, dans le but de vous permettre de mieux vous l'approprier et de vous aider à en faire un outil de réflexion dans votre pratique professionnelle au quotidien. On le sait, la SQPRP n'est pas un ordre professionnel, mais dans la même mesure que les membres des ordres, on aspire à des standards professionnels élevés, à la différence que notre adhésion aux balises contenues dans notre code de déontologie repose sur une base entièrement volontaire. Ce code, il vise à nous aider à agir pour le mieux grâce à des lignes directrices qui guident notre pratique professionnelle et nous permettent d'éviter les dérives possibles en situations complexes. Dans cette perspective, c'est important de comprendre qu'il n'a pas été élaboré dans une volonté de contraindre, de contrôler et surtout pas d'instaurer un vent de coercition dans notre communauté professionnelle. Il a plutôt été conçu de manière à ce qu'il devienne un véritable outil de réflexion qui favorise l'exercice de notre jugement, voire le développement de notre compétence éthique. Par là, on entend notre capacité à reconnaître quand on se retrouve dans des situations qui peuvent être problématiques sur le plan éthique et à agir de la meilleure façon possible dans ces circonstances. En résumé, on comprend que l'éthique n'est pas simplement une question d'application de règles, mais c'est surtout une capacité d'exercer notre jugement pour prendre des décisions appropriées dans un contexte donné. Dans le but de jouer son rôle d'outil de réflexion, notre Code de déontologie met donc en lumière les principaux enjeux éthiques qui surviennent couramment dans notre profession et auxquels on doit tous être sensibles, en plus de nous donner des repères pour agir de façon responsable face à ces enjeux. Il est important aussi de souligner que notre Code de déontologie, par sa qualité et par son sérieux, contribue à faire avancer la professionnalisation des relations publiques, qui est une des raisons d'être de la SQPRP. La professionnalisation, c'est un processus par lequel une pratique comme la nôtre voit son caractère professionnel de plus en plus reconnu par la société. Et ça se fait en bonne partie en nous engageant nous-mêmes envers des valeurs fortes et des hauts standards comme ceux exprimés dans ce code qu'on s'est donné. Enfin, si une personne juge qu'une ou un membre de la SQPRP a contrevenu de façon manifeste à une ou l'autre des dispositions du Code, elle a la possibilité de déposer une plainte auprès des instances de la SQPRP. Ces instances détermineront si la plainte est recevable et évalueront le cas avant de décider quelle suite y donner, toujours bien sûr dans la perspective de maintenir très élevés les standards de notre association. Maintenant, parcourons le Code dans sa forme et dans sa substance. Notre Code est composé de 4 parties qui sont interreliées et indissociables. Ces 4 parties fonctionnent ensemble pour délimiter, si on peut dire, le périmètre de ce qui est acceptable dans notre pratique par rapport à ce qui ne l'est pas. Ces parties sont les suivantes. Il y a le préambule, l'énoncé de valeurs phares, la liste de nos devoirs particuliers et une dernière partie qui porte sur les fondements sur lesquels repose notre Code. Dans sa forme, le Code a été pensé pour être facile à lire de bout en bout ou à consulter à la pièce lorsqu'on a besoin de chercher un éclairage pour prendre une bonne décision dans une situation problématique. On peut voir que sa présentation vient soutenir ces différents niveaux de lecture en mettant en relief les divers éléments qu'il compose. On va décrire maintenant en substance chacune de ces parties. D'abord, il y a le préambule. Il s'agit d'un texte très succinct qui remplit 3 fonctions importantes. En premier lieu, il précise le but du Code de déontologie lui-même, qui est, comme on le réitère, un outil de réflexion qui vise à guider notre conduite professionnelle. Deuxièmement, le préambule vient dépeindre la valeur sociale fondamentale de notre rôle en tant que professionnel en relations publiques, quel que soit le type exact de notre pratique. Cette valeur sociale s'incarne dans le fait d'être des bâtisseurs d'échanges constructifs et des promoteurs de dialogue. Cette perspective constitue aussi, en quelque sorte, la première ligne directrice du Code. Ensuite, le préambule nous rappelle l'importance de se doter de balises sous la forme d'un code de déontologie dans le but d'élever la qualité de notre pratique et de nous aider à agir de manière responsable. Agir de manière responsable, c'est d'abord avoir conscience et assumer que nos actions, dans ce cas-ci comme professionnels en relations publiques, peuvent avoir des conséquences sur nos concitoyens, la société, l'environnement et nous-mêmes.
Vu de cette façon, le préambule peut être considéré globalement comme une sorte de manifeste pour une pratique responsable des relations publiques. Tout de suite après le préambule, on trouve un énoncé de valeurs professionnelles. Ces valeurs, qui sont au nombre de 6, sont celles de liberté, de respect, d'intérêt public, de vérité, d'intégrité et enfin de professionnalisme. Peu importe le type de pratique qu'on exerce, ces valeurs phares colorent de manière unique notre profession. Elles rendent possible la pratique des relations publiques à un haut niveau et correspondent à ce que nous tentons de maximiser dans le cadre de nos fonctions. Notre adhésion à ces valeurs en tant que membre de la SQPRP représente aussi un des éléments qui définit notre communauté de professionnels. Pour ces raisons-là, on va dire que nos valeurs forment le socle ou la base de notre pratique en même temps qu'elles représentent notre principale ligne de repère. Pour nous aider à mieux comprendre ces valeurs, le Code nous en propose déjà de courtes définitions. On va quand même prendre l'occasion ici pour en dire brièvement quelques mots de plus. La première valeur qu'on met en relief est celle de la liberté, qu'on définit comme le pouvoir d'agir sans contrainte. On parle ici de notre propre liberté de penser, de croire, de nous exprimer et de la liberté de nos employeurs de faire de même, sans oublier bien sûr celle des autres membres et acteurs de la société aussi. On fait référence à la liberté de presse également. Tout le monde doit pouvoir jouir de cette même liberté. On tente à l'oublier parfois, mais au Québec, on peut pratiquer les relations publiques comme on le fait grâce à cette liberté à laquelle d'autres professionnels ailleurs dans le monde n'ont malheureusement pas droit. La liberté, elle est fragile. Non seulement elle devrait inspirer notre pratique, mais comme elle n'est rien de moins qu'une condition de possibilité de notre profession, on doit aussi en être les gardiens et l'honorer. Vient ensuite la valeur de respect. Il s'agit d'un second regard sur une situation pour éviter de heurter inutilement. En ce sens, le respect est une forme de considération pour la dignité d'autrui. Puis, on trouve l'intérêt public, qui est une attention portée aux actions qui visent le bien commun ou autrement dit les bienfaits pour la société dans son ensemble. On parle aussi bien sûr de la valeur de vérité, qui est vraiment au cœur de notre pratique professionnelle. La vérité a rapport aux faits. Cette valeur phare se traduit donc par une préoccupation constante de faire en sorte que ce qu'on communique corresponde le plus possible aux faits, même si on le sait très bien que ce n'est pas toujours facile. Et c'est par ce souci pour la vérité qu'on peut atteindre une compréhension mutuelle entre nous et nos publics. Suit ensuite la valeur d'intégrité. On confond souvent l'intégrité avec la conformité. On le dit, l'approche du Code, c'en est une de réflexion, d'exercice de jugement, de développement de notre compétence éthique, plus qu'une approche de conformité. On donne aussi parfois à l'intégrité le sens d'une super valeur qui nous obligerait à être plus que parfaits, ou bien à une fidélité de tous les instants à nos propres convictions, à des valeurs aux principes individuels ou à ce qu'on pourrait appeler un code personnel. Ce ne sont pas ces significations-là qu'on donne à intégrité ici. Ce qu'on doit retenir surtout, c'est que notre valeur d'intégrité fait référence à une façon de se comporter qui génère la confiance. Et finalement, il y a le professionnalisme, qui est en quelque sorte la valeur ultime des professionnels. Elle regroupe au fond toutes les attitudes et les compétences que nos collègues, nos employeurs et nos publics sont en lieu d'attente de professionnels comme nous, en plus de témoigner de la qualité de notre travail. Nos valeurs phares sont ensuite déclinées dans la partie suivante, dans laquelle on trouve tous les énoncés de devoirs particuliers. On préfère dire qu'il s'agit de nos engagements dans une optique de responsabilité plutôt que de règles strictes au sens coercitif et normatif du terme. Le Code comprend 33 devoirs. Chacun de ces devoirs aborde de front un ou plusieurs enjeux éthiques ou, si vous préférez, des zones de tension éthique courantes dans notre pratique professionnelle. Visuellement, vous voyez dans le schéma ici comment sont répartis les devoirs. On évoquait les niveaux de lecture un peu plus tôt. Donc voici comment ça se présente. On a les valeurs qui se déclinent en sections et certaines d'entre elles, comme intégrité et professionnalisme, se déclinent ensuite en sous-sections, toujours dans l'objectif, tant sur le fond que sur la forme, de présenter de manière claire les balises qui circonscrivent les enjeux de notre pratique professionnelle.
On ne reprendra pas les énoncés de chacun des devoirs ici, mais ce qu'on peut quand même faire, c'est justement de nommer les enjeux que ces devoirs abordent. La première catégorie de devoirs se rapporte aux valeurs de liberté, de respect et d'intérêt public. On commence avec 3 énoncés qui concernent l'équilibre à établir entre la poursuite de l'intérêt public et la loyauté due à nos employeurs, le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques, la confiance et le refus d'attiser les préjugés, la discrimination, l'exclusion et la polarisation. Cette première section aborde aussi notre responsabilité envers l'environnement dans lequel on vit. Notre 4e devoir est un énoncé très inclusif qui non seulement englobe la qualité de l'environnement naturel, mais également une multitude d'autres droits de la personne qui, ensemble, peuvent assurer notre possibilité de vivre dans un environnement sain, juste et sécuritaire, maintenant et dans le futur. L'idée ici est bien sûr pas d'empêcher des membres de la SQPRP d'exercer dans des domaines plus sensibles, mais plutôt d'être conscients, quel que soit notre employeur, de notre influence sur le monde et de faire en sorte qu'à travers nos conseils et nos actions, on ne lui cause pas de tort inutilement. La 2e catégorie d'énoncés se glisse sous le concept de vérité. La première sous-section aborde l'exigence d'honnêteté et d'exactitude de l'information, le tout dans l'objectif d'éviter la mésinformation et la désinformation. Ça veut notamment dire d'éviter de tromper ou de manipuler les publics de manière intentionnelle ou non, ce qui pourrait nuire non seulement à la confiance, mais aussi à leur propre liberté de prendre les meilleures décisions possibles pour eux-mêmes. Dans ce même esprit, cette section aborde la notion de transparence, qui est elle aussi centrale à notre profession. Ici, l'idée n'est pas de dire tout à tout le monde en toutes circonstances. Ce sur quoi ce devoir met l'accent, c'est l'exigence de ne pas retenir d'informations qu'on détient qui seraient nécessaires au jugement éclairé des publics, à moins d'en être contraints pour des raisons juridiques, de sécurité ou autrement incontournables. Le contexte médiatique a beaucoup évolué dans les dernières années, laissant une immense place au numérique et à de nouvelles formes de diffusion. C'est pourquoi on est très explicite dans le prochain énoncé en ce qui a trait au fait d'éviter la confusion des genres et de ne pas induire les publics en erreur en rendant difficile à discerner la différence entre le contenu commandité et le reste du contenu sur les médias sociaux et les médias électroniques, au même titre que dans les médias traditionnels. 2e sous-section liée à la vérité, l'indépendance et l'impartialité dans nos jugements professionnels. Il s'agit ici de s'engager à divulguer, lorsque requis, le nom de notre employeur et d'éviter de dissimuler des intérêts qu'on représente. On touche aussi aux sources de notre rémunération et aux cadeaux. En somme, à la corruption de nous-mêmes, c'est-à-dire que dans le contexte d'une relation d'affaires, on ne se plongera pas dans une situation où notre indépendance et notre jugement pourraient être compromis. On attire votre attention maintenant sur un devoir assez unique dans cette section. Notre 13e devoir propose de s'engager à refuser un mandat si celui-ci entre en contradiction avec nos valeurs personnelles. L'idée n'est pas d'interdire des mandats dans des secteurs X ou Y ou encore de nous pousser à quitter un emploi quand nos sensibilités sont heurtées. Dans l'éventualité où l'adéquation entre nos valeurs et nos mandats serait impossible et qu'on est incapable d'être en retenue axiologique, ça veut dire de rester le plus neutre possible et professionnel même quand le mandat ne correspond pas à nos valeurs, et qu'à cause de ça, nos valeurs interfèrent avec notre professionnalisme au point de nous faire saboter notre travail délibérément ou non et à nuire à notre employeur, alors oui, là, refuser un mandat serait probablement la meilleure solution. La catégorie suivante est celle de l'intégrité et du professionnalisme, justement. C'est la catégorie qui comporte le plus de sous-sections et d'énoncés de devoirs. Elle en compte pas moins que 16. Pourquoi? Bien parce que, rappelons-le, l'idée de notre code de déontologie, c'est aussi de favoriser la professionnalisation de notre pratique. Et ces devoirs reflètent pour beaucoup ce qu'on attend souvent d'un ou d'une professionnelle. On y parle donc de travailler selon des savoirs et des pratiques reconnus, de la juste évaluation des retombées de notre travail, de promesses raisonnables de résultats à l'endroit de nos employeurs, de notre propre développement professionnel continu, d'interaction responsable avec les médias et les gouvernements, et enfin de respect de la propriété intellectuelle. On parle aussi évidemment de confidentialité, de protection de la vie privée et de parer au risque de conflits d'intérêts et de double représentation. Cette catégorie contient aussi une sous-section qui porte sur le besoin de favoriser la cohésion de notre communauté professionnelle et de faire progresser la profession, ce qui doit nous conduire, entre autres, à préserver sa réputation
et celles des autres professionnels en relations publiques. Avec le prochain énoncé, l'énoncé 27, on s'engage à ne pas agir de façon à contourner les codes de déontologie des membres d'autres professions avec qui on interagit, notamment les journalistes. L'accent ici est mis sur la reconnaissance qu'ils ont eux-mêmes des obligations professionnelles comme nous et qu'il faut respecter ce fait. Les deux derniers devoirs dans cette catégorie sont des énoncés qui nous portent à l'action pour qu'on soit des gardiens de notre code et de la pratique responsable qu'il reflète. Ils concernent notre responsabilité d'agir lorsqu'on est témoin d'actions qui y contreviennent manifestement, que ce soit de la part de nos collaborateurs ou d'autres professionnels en relations publiques, qu'ils soient membres de la SQPRP ou non. Les mesures qu'on peut prendre dans ces moments-là pour que les actes en question ne se reproduisent pas sont évidemment variées et vont commencer le plus souvent qu'autrement avec une simple discussion avec la personne concernée. Finalement, la dernière section des devoirs particuliers porte sur l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Par cette section, notre code répond à la réalité dans laquelle notre société est plongée. Parce qu'il faut se le dire, ces technologies créent de nouvelles opportunités, oui, mais elles bouleversent aussi profondément notre pratique professionnelle en introduisant de nouveaux enjeux. On trouve donc 4 énoncés de devoirs qui abordent la dématérialisation des échanges, les usages potentiellement néfastes de ces technologies, les préjudices qu'elles peuvent causer, par exemple, par l'introduction ou la reproduction de biais, puis finalement, la réalité de la fracture numérique qui peut produire des traitements inéquitables de certains publics, voire de la discrimination. Ces devoirs-là pourraient paraître comme une redite de ce qui est inscrit plus tôt dans le Code, parce qu'on touche après tout, par exemple, à la vérité, au respect, à la protection de la vie privée et au refus de la discrimination. Or, l'intention de cette section est de montrer de manière très explicite que le niveau de vigilance qu'on doit avoir face à ces technologies s'est élevé de plusieurs crans et que des balises plus claires pour naviguer à travers elles sont nécessaires. Après la section sur nos devoirs, le Code se conclut sur une dernière partie qui porte sur ses fondements. Ici, on nomme la Déclaration universelle des droits de l'homme, les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés et certains des grands codes de la profession des relations publiques à l'échelle mondiale. En plus de conférer à notre propre code une part de sa légitimité, ces textes fondamentaux nous fournissent un ensemble supplémentaire de repères auxquels on peut aussi se référer. Pour terminer, on voulait offrir quelques conseils sur la manière d'utiliser le code dans le cadre de notre travail. D'abord, on l'aura compris, il ne s'agit pas d'un manuel d'instruction précise. Ce que le code fait, c'est établir des repères, des lignes directrices pour nous guider et pour nous inspirer. Même s'il a été conçu pour être aussi clair que possible lorsqu'on le consulte, il faut se rappeler que l'interprétation, notamment pour ce qui est des énoncés de devoirs, est normale et nécessaire en fonction des situations qu'on rencontre. Parfois, particulièrement dans des situations plus complexes, on voudra utiliser le code dans le cadre d'une réflexion éthique plus poussée qui soupèse les autres valeurs et normes auxquelles on peut être sujet, comme celles de nos employeurs, de même que les contraintes et les obligations auxquelles on est confronté et les conséquences que nos actions pourraient avoir sur nous-mêmes et sur les autres. C'est un sujet qui dépasse cette présentation-ci, mais il suffit de dire pour l'instant qu'une démarche de réflexion éthique comme celle-ci a bien sa place et que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. On doit retenir tout de même qu'on est tous appelés en tant que membres de la SQPRP à intégrer le code de notre pratique au quotidien et à nous en inspirer quand on réfléchit aux situations qu'on rencontre. Pour rendre ça possible, il est souhaitable évidemment de lire le code au complet de temps en temps, pour bien se rappeler ce qu'il contient et rester sensible aux enjeux qu'il met en lumière. Au minimum, on croit qu'on devrait le lire au moins une fois par année, au moment, par exemple, de renouveler notre adhésion. Voilà ce qui clôt cette présentation. On espère vous avoir transmis un peu de notre passion en matière d'éthique appliquée aux relations publiques, mais surtout de vous avoir éclairé sur notre code de déontologie. Et avant de se quitter, on voulait prendre un instant pour souligner que ce code, c'est quelque chose dont on peut être fier, chacun et chacune de nous. Et qu'on peut être fier du fait qu'on y adhère volontairement en ayant choisi de devenir membre de la SQPRP. C'est un geste qui nous définit comme des défenseurs d'une pratique responsable des relations publiques qui répond à des standards professionnels élevés. Merci.